Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La fin du sommet de l'OTAN à Washington, la réunion des 7 pays voisins de la Yougoslavie avec les membres de l'Alliance pour un pacte de stabilité dans les Balkans. Jacques Chirac, qui avait initié cette rencontre, vient de tenir une conférence de presse. Dans un message informel aux Français, il revient sur la situation au Kosovo et réaffirmant l'unité de l'OTAN contre Slobodan Milosevic. L'UDF tenait aujourd'hui son conseil national, l'ardeur de François Bayrou qui entre dans la campagne pour une liste autonome sur le thème de l'Europe dans la clarté. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du Plus beau pays du monde, réalisé par Marcel Bluval, l'histoire vraie sous l'occupation de cet acteur qui incarne le rôle de Mermoz pour un film propagande avant d'être déporté. J'ai le plaisir de recevoir Claude Brasseur. C'est donc à l'initiative de la France que les représentants des 7 pays voisins de la Yougoslavie, particulièrement fragilisés par la situation au Kosovo, ont participé à une réunion de l'OTAN cet après-midi à Washington, clôturant ainsi ce sommet anniversaire de l'Alliance, au cours duquel les alliés viennent d'adopter un pacte de stabilité pour les Balkans. Philippe Gassot. Pendant toute la durée du sommet, il a été question de guerre. Ce matin, on a parlé de paix. À la demande du président français, les représentants de l'Albanie, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Macédoine, Roumanie et Slovénie étaient réunis. Il s'agissait de rassurer les pays riverains du conflit et les assurer du soutien et de l'aide des pays de l'OTAN. La communauté européenne sera sollicitée, ainsi que les organismes internationaux tels que le FMI ou la Banque mondiale. Il s'agissait ce matin d'adresser aux pays risquant d'être déstabilisés par le conflit un message de solidarité tout en indiquant à Slobodan Milosevic les limites à ne pas franchir. L'OTAN a pris une position très claire. Nous avons dit sans ambiguïté, si Belgrade s'en prend à ses voisins en raison de la présence de l'OTAN, nous répondrons. Les efforts et les difficultés rencontrés par les riverains ont été soulignés. Il a été bien entendu question du sort des réfugiés et des risques encourus par les pays d'accueil. La réunion d'aujourd'hui aura sans doute donné aux pays de la ligne de front, empêtrés dans des problèmes jusqu'ici insurmontables, des raisons d'espérer et aussi de patienter. Il y a un peu plus d'une demi-heure, Jacques Chirac à Washington tenait une conférence de presse. Auparavant, le président de la République, dans un message informel aux Français, a rappelé la détermination de l'Alliance, réaffirmant l'unité de l'OTAN contre Slobodan Milosevic. Je vous propose tout de suite d'écouter le chef de l'État. Le sommet de Washington, qui devait à l'origine célébrer le 50e anniversaire de l'Alliance Atlantique, a été en réalité le sommet de l'unité de 19 pays de l'Alliance réunis dans un même combat pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Les États de l'Alliance ont été unanimes à condamner le comportement abominable des dirigeants de Belgrade qui poursuivent sauvagement leur politique d'épuration raciste, leur massacre, leur violence. Milosevic n'a pas changé, son entêtement meurtrier demeure entier et le nombre de ses victimes ne cesse d'augmenter. Devant cette situation, nos démocraties ont d'une même voix décidé de confirmer leur stratégie de frappes aériennes, comme la France l'avait souhaité, de les amplifier et de diversifier les objectifs afin de paralyser le plus vite possible l'appareil de répression serbe. De même, les mesures d'embargo sur les armes et le pétrole nécessaires aux forces serbes ont été décidées par l'Union européenne, puis par l'Alliance. La France a souligné l'importance du respect du droit international dans la conduite de cette action. Nous avons aussi décidé de renforcer les moyens mis en œuvre par l'Alliance
pour faire face à la tragédie qui frappe des centaines de milliers de réfugiés, des enfants, des femmes, des hommes, brutalement chassés de chez eux, séparés, ayant tout perdu. Cette tragédie a bouleversé l'ensemble de nos peuples. L'élan de générosité s'amplifie. Les associations humanitaires sont de plus en plus présentes et s'organisent. La France demande que l'appui de nos armées respecte l'indépendance de ces associations qui souhaitent cette aide, mais qui veulent conserver cette indépendance qui leur est nécessaire. Nous avons aussi affirmé la volonté, notre volonté, de secourir ceux qui sont restés au Kosovo dans une situation de plus en plus dramatique, malgré les difficultés techniques qui sont réelles. La France a demandé que tout soit mis en œuvre pour leur venir en aide, notamment par des parachutages de vivres et de médicaments. Mais la crise a aussi de graves effets sur l'ensemble de la région, et notamment sur l'Albanie et sur la Macédoine. La France avait demandé qu'un sommet réunisse les alliés et les 7 pays voisins de la Serbie pour examiner avec eux l'aide que l'OTAN doit leur apporter pour assurer leur sécurité. Ce sommet vient d'avoir lieu. L'Alliance se tient aux côtés de ces États. Nous sommes décidés à préserver leur stabilité. La situation du Monténégro a été particulièrement examinée et la Serbie doit savoir qu'elle subirait toutes les conséquences d'un coup de force dans cette petite république. Mais au-delà de l'indispensable renforcement de nos actions militaires, au-delà de la solidarité que nous devons à ceux qui souffrent, il y a la nécessaire recherche d'une solution politique. Les efforts des alliés doivent se conjuguer avec ceux de l'ONU et aussi avec ceux de la Russie, qui, vous le savez, tente de convaincre Belgrade de revenir à la raison. Enfin, la France a réaffirmé la vocation et la volonté de l'Europe à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre, le moment venu, d'une solution durable. À Washington, j'ai pu mesurer combien la voix de la France, deuxième puissance par les moyens militaires engagés, était renforcée par l'unité évidente du peuple français, cette unité dont il fait preuve depuis le début du conflit. La détermination et la mobilisation de la France pour la défense des droits de l'homme, pour la défense des libertés, donne à notre pays une place éminente en Europe et dans le monde. Cette unité du peuple français impressionne et je tiens ce soir à la saluer. Et en direct de Washington, nous rejoignons Laurent Boussier. On notera dans le message de Jacques Chirac la fermeté de ton du président de la République à l'encontre de Slobodan Milosevic. Oui, absolument, Béatrice, détermination et fermeté. Et c'est normal puisque le message délivré ici par les 19 chefs d'État de l'Alliance Atlantique en direction de Slobodan Milosevic, ce message est un message d'unité et de fermeté. Alors vous l'avez entendu, le président de la République a tiré une sorte de bilan de ces 3 jours ici avec les 2 points qu'il considère comme les plus importants. Le premier, c'est évidemment le Kosovo. Pour l'instant, on ne change pas de stratégie. On garde la même, on amplifie les frappes et surtout on ne se donne pas de limitation de durée. On évoque aussi un embargo pétrolier sans savoir vraiment comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Et puis surtout, on ne parle surtout pas des interventions terrestres que personne ne veut parce que personne ne veut mourir pour le Kosovo.
Deuxième point très important abordé par le président, les pays riverains, c'est-à-dire les pays qui sont autour de la Yougoslavie. On les aime, on veut les aider, mais on ne veut pas les intégrer, alors on leur propose une sorte de pacte de stabilité. On préfère prévenir que guérir. Il n'en reste pas moins que de ce sommet, en observateur un peu extérieur, on ressent un certain malaise. Comme si ici, les chefs d'État qui ont participé à ce sommet avaient mieux réussi à parler du futur, des problèmes futurs, qu'à régler les problèmes du moment, c'est-à-dire les problèmes du présent. Merci Laurent Boussier. En fin de matinée, le commandant en chef de l'OTAN est arrivé en Albanie. Le général Wesley Clark a entamé une tournée d'inspection, notamment des troupes américaines basées près de Tirana, là où sont déployés les hélicoptères Apache. Cet après-midi, la télévision serbe, une nouvelle fois prise pour cible la nuit dernière, a recommencé à émettre après plusieurs heures de silence. Pour cette 33e journée de bombardement, nouvelle alerte à Belgrade, alors qu'aux frontières continuent d'affluer les réfugiés chassés du Kosovo. Le HCR parle aujourd'hui d'un massacre de 56 personnes, selon des témoignages et récits qui n'ont pas encore été recoupés. Olivier Galzi. 32e nuit de bombardement. Cible visée par les avions de l'OTAN, le centre industriel de Niš, une usine chimique à Kačak et surtout l'alimentation électrique de la télévision serbe sur le mont Avala. Voici la reprise des programmes sur la RTS cet après-midi. L'image est de mauvaise qualité, mais 11 heures après la frappe, la télévision diffuse à nouveau. D'abord, un clip à la gloire de l'armée serbe. Et puis, lors du bulletin d'information, des images présentées comme étant le résultat du bombardement sur le centre d'alimentation électrique de la RTS. Guerre des images, guerre de l'information, c'est la deuxième fois que la chaîne d'État est visée, une chaîne qualifiée d'outil de propagande par l'OTAN. Ceci est l'un des derniers reportages diffusés hier par la télévision serbe. On y voit le général Lazarević, commandant du corps de Pristina, avec ses troupes. La scène se passerait dans une zone frontalière avec l'Albanie. Ces hommes, dit le commentaire, sont prêts à affronter une offensive terrestre. Et pendant ce temps-là, justement, dans le sud de la Macédoine, des hélicoptères italiens de type Mangouste s'entraînaient à la lutte anti-chars. Prévu aussi pour la destruction des tanks, mais 2 fois plus puissants que leurs équivalents italiens, 7 nouveaux Apaches américains sont arrivés cet après-midi à Tirana. Côté réfugiés, plus de 1500 Kosovars sont entrés aujourd'hui en Macédoine par le poste frontière de Blace. Et toujours ces mêmes images d'exode, de familles au désespoir, mais les histoires seraient cette fois particulièrement atroces. On ne peut pas confirmer ces témoignages, mais plusieurs personnes nous ont relaté des histoires de massacres. Près de 21 personnes auraient été tuées dans un village, certaines d'entre elles auraient même été violées et auraient subi toutes sortes de sévices. Et toujours selon le HCR, d'autres témoignages parleraient de 56 personnes massacrées dans des villages au sud de Pristina. Des unités paramilitaires serbes auraient même arraché les yeux de certains cadavres. Autre lieu, autre histoire, ici à Morina, les soldats serbes ont rappelé les réfugiés qui voulaient partir. C'est la première fois que cela arrive. Ils leur ont demandé de rentrer chez eux. Difficile de savoir exactement ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière. La Slovénie a autorisé l'OTAN à utiliser son espace aérien et la Macédoine a accepté en fin d'après-midi d'accueillir sur son territoire des troupes britanniques et allemandes supplémentaires, soit 4000 hommes. Et puis il y a quelques instants, c'est la Hongrie à son tour qui autorise l'Alliance à utiliser ses bases aériennes pour des raids contre la Yougoslavie. Partons à présent en Macédoine où les Serbes de Skopje, au moment où s'ouvrait le sommet de l'Alliance vendredi dernier, ont symboliquement procédé aux obsèques de l'OTAN sous les applaudissements de la foule. Diverses manifestations contre les frappes aériennes dans ce pays multiethnique où l'on compte aujourd'hui une communauté serbe de 40 000 membres. Reportage dans la banlieue de Tetovo, Richard Binet, Patrick Desmully. Le hurlement des sirènes, puis le grondement des bombes. Comme si la guerre avait brusquement fait irruption à Brovenica, un village à l'ouest de Skopje. La manifestation est orchestrée par le DPS, le parti serbe de Macédoine, avec un goût prononcé pour la mise en scène. Je crache sur ta tombe, Bill Clinton, je crache sur ta femme et tes enfants. Mort à l'Amérique, nous ne lâcherons pas le Kosovo, la Yougoslavie vivra. C'est tout l'Occident qui est en accusation.
et notre caméra n'est pas forcément la bienvenue. Les orateurs serbes se sont succédés à la tribune. Le public est remonté. Dragiša Miletić, le leader serbe de Macédoine, peut faire son entrée. Les Serbes savent qu'ils peuvent compter sur leurs frères macédoniens et que vous êtes avec nous pour sauver la Yougoslavie. Dans la foule, des Macédoniens inquiets de voir la guerre s'approcher de leurs frontières. Mais au-delà des slogans contre l'OTAN, ce sont bien les Albanais qui sont visés. Nous sommes ici pour lutter contre les fascistes que sont les Clinton, Chirac, Solana, tous. Vous êtes serbe? Non, je suis macédonien. Ils tuent les petits-enfants. Ils tuent vos collègues, les journalistes. Ils tuent aussi les Serbes. Vous êtes serbe? Non, je suis un Esquimau. Parce qu'il y a tellement de pingouins ici, d'Albanais, je veux dire, que je me sens comme un Esquimau. Les Serbes de Macédoine ne représentent que 3% de la population. Mais depuis l'afflux de réfugiés, 137 000 à ce jour, le leader serbe rassemble derrière lui non seulement les nationalistes macédoniens, mais aussi de simples citoyens effrayés par cet afflux massif d'Albanais et qui craignent qu'un jour, leur pays ne se transforme en un nouveau Kosovo. En Albanie maintenant, tout près de la frontière avec le Kosovo, dans cette zone à risque où le HCR commence d'évacuer vers le sud pour plus de sécurité les réfugiés, les sauveteurs de la sécurité civile française ont décidé, eux, d'implanter une nouvelle structure dans cette région. Claude Samper, Bernu Mériot. L'extrême nord de l'Albanie, près de la frontière avec le Kosovo. Sur la route, nous rencontrons ce convoi de 7 tracteurs avec 81 réfugiés. Sur le dernier se trouve la famille de Madame Mazreku. Au volant, son fils de 14 ans, et dans la remorque, ses 2 belles-filles et leurs enfants. Madame Mazreku nous raconte sa fuite du village, les menaces des policiers serbes armés de pistolets automatiques, les coups, les vols de bijoux, d'argent et son arrivée ici en Albanie. Toute la famille Mazreku se dirige vers un nouveau camp qui vient d'être monté par la sécurité civile française. Un camp qui vient d'ouvrir et qui est installé à quelques kilomètres de la frontière. On va les accompagner jusqu'à une tente vers laquelle ils seront enregistrés. On va prendre leur nom et les âges de tous les enfants. Toute cette zone est pourtant considérée par le Haut Commissariat aux réfugiés comme une zone de guerre à portée de tir des canons serbes. Actuellement dans la zone, on est en train d'évacuer les réfugiés du secteur de Kukës parce qu'on considère que cette zone est à risque. Et vous avez installé un camp en plein milieu. C'est pas moi qui décide de l'installation, de l'emplacement du camp. Donc sur ce point-là, je peux rien dire. Quel va être l'avenir de ce camp? L'avenir, pour nous, on l'a installé pour qu'il soit jusqu'à la fin de l'été, jusqu'en septembre-octobre. Maintenant, nous, on va finir l'installation, on va rester encore là à peu près une petite semaine et on va passer le relais à des ONG sur place. Pendant que Madame Mazreku s'installe et découvre sa nouvelle habitation, nous essayons de comprendre pourquoi ce camp a été installé ici, alors que le HCR a décidé d'emmener les réfugiés plus au sud en sécurité. Ici on est bien, vous savez, c'est très très bien. Je vous remercie beaucoup. En fait, les autorités françaises et albanaises ont décidé de monter le camp ici, car ils craignent un nouvel afflux de réfugiés. Ensuite, on va leur donner... Notre camp se justifie, je veux dire, la détresse est partout, donc je veux dire, il n'est pas inutile. Actuellement, les villages sont saturés. J'estime que le camp, c'est le joker, je veux dire. Le joker pour le réfugié. Voilà. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de ce camp? Aucunement, aucunement. Pas d'inquiétude pour l'avenir. Pourtant, il ne reste ici que 5 jours de vivre et à ce jour, aucune ONG ne s'est proposée pour reprendre la gestion du camp. Loin de tous ces débats, HCR, autorités françaises, autorités albanaises, en cette fin d'après-midi, la famille de Madame Mazreku était très heureuse de retrouver un peu de paix, de calme, des nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures.
Dans la capitale historique du Monténégro, à Cetinje, se rassemblent ces jeunes patriotes qui refusent à tout prix leur feuille de mobilisation dans l'armée yougoslave. Et en ce dimanche, jour des offices religieux, une véritable dissidence face au pouvoir de Slobodan Milosevic a pris corps dans l'une des églises orthodoxes monténégrines. Reportage Benoît Duquesne, Jean-François Renaud. Ce devrait être un havre de paix, une parenthèse dans cette guerre. Une matinée de prière dans une église orthodoxe. Nous sommes au monastère de Cetinje, berceau de l'église monténégrine. Pourtant, la tranquillité n'est qu'apparente, car le métropolite qui officie maintenant a été nommé par Belgrade. C'est un proche de Milosevic, un temps réputé pour avoir abrité Arkan et ses sinistres milices. Alors pour ceux qui viennent ici, église serbe et monténégrine ne doivent faire qu'une, comme doit rester unie la fédération yougoslave. Pour nous les patriotes, comme pour la majorité du peuple, que ce soit à Belgrade ou Cetinje, c'est la même chose, c'est la même entité. Quant au Kosovo, nous pensons tous que c'est le fondement spirituel de notre patrie et on ne permettra en aucun cas d'en être séparés. Mais dans cette ville de 15 000 habitants, cette ancienne capitale du royaume monténégrin, avec ses palais et ses anciennes ambassades, ce discours est devenu minoritaire. Ici, on a voté largement pour l'actuel président monténégrin qui a pris ses distances avec Belgrade. On y rêve même d'indépendance, de grandeur retrouvée, et pourquoi pas d'une église qui ne serait plus rattachée à la capitale serbe. C'est ici, il y a 7 ans, qu'est né le comité du renouveau pour l'église monténégrine. Un mouvement qualifié de politique par le patriarcat de Belgrade, mais un commencement d'église indépendante, un commencement d'opposition aussi. Ce n'est peut-être pas le rôle d'un prêtre de dire cela, mais l'église serbe orthodoxe est une église d'occupation au Monténégro. La seule église officielle, c'est l'église monténégrine. Elle n'a jamais cessé d'exister dans la conscience des fidèles et elle existera toujours. Sacha Pajovic fait partie de ces fidèles, mais comme beaucoup ici, son opposition à Belgrade va encore plus loin, jusque dans le refus d'obéir aux ordres de mobilisation de l'armée serbe. Alors les jeunes se sont organisés, regroupés, armés, et leur seule cohésion pour l'instant leur a permis de tenir. L'armée est venue ici pour m'emmener de force, mais mes amis étaient là, une trentaine. Ils leur ont expliqué qu'on ne voulait pas intégrer leur armée, que c'était des soldats d'occupation, et qu'on ne se battrait que pour défendre le Monténégro. Mais Sacha Pajovic est lucide, il sait qu'exhiber des ordres de mobilisation qu'on ne respectera pas, ou bien qu'arborer l'ancien drapeau du royaume monténégrin ne sont que des victoires passagères face à une armée serbe qui a d'autres arguments. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, arrivée des premiers groupes de réfugiés en provenance de Macédoine, 150 personnes, dont près d'un quart d'enfants, sont arrivées à Eindhoven à bord d'un avion militaire. Les autorités néerlandaises se sont engagées à accueillir quelques 2000 réfugiés. L'actualité de ce dimanche, avec de la politique française, après la réunion des cadres du RPR hier, c'était au tour de l'UDF de tenir son conseil national aujourd'hui. François Bayrou, bien décidé à se lancer ardemment dans la campagne, a égratigné au passage ses anciens amis du parti gaulliste, tout en plaidant pour le renouveau de l'opposition. Carole Caumont, Franz Vaillant. L'arrivée de François Bayrou, longuement applaudi par ses troupes. Le maintien de la liste UDF, qui devait officiellement être entérinée aujourd'hui, ne fait déjà plus aucun doute. Encore étonnés de leur propre audace, les centristes ont donc adressé une fin de non-recevoir aux appels à l'union du RPR. Pour défendre leur projet, longuement décliné ce matin, d'une Europe qu'ils veulent d'abord fédérale. Une campagne que François Bayrou, qui se réclame lui aussi du président de la République, entend mener au nom du renouveau de l'opposition. L'opposition va quitter les habits couleur muraille. Enfin, on va de nouveau pouvoir donner aux projets leur place, aux idées la reconnaissance qui leur est due. Et nous allons enfin occuper le grand espace réformateur, européen, solidaire, dont on a besoin pour la politique française.
Un grand parti du centre, l'ambition de François Bayrou est ancienne. Il espère désormais faire de ces élections européennes la première étape victorieuse de son projet. Convaincu du bien fondé de sa démarche, l'UDF s'émancipe. Et plutôt qu'une division de la droite, préfère y voir le début de cette opposition nouvelle que tous ont appelée de leur vœu ici aujourd'hui, une opposition plurielle. La grève du personnel au sol d'Air France à Nice, une nouvelle fois reconduite. Manifestation aux abords de l'aéroport cet après-midi. Un mouvement qui entrera demain dans son 12e jour. Olivier Théran, Diane Richard. L'avion, c'est sûr, il attendra, parce que les passagers vont devoir rejoindre l'aérogare à pied. Les grévistes ont décidé de bloquer les voies d'accès à l'aéroport. Du coup, avant de s'envoler, faut marcher. L'initiative ne fait pas l'unanimité. Sous le soleil, ça passe. Voilà. Des gens de l'aéroport de Nice, par-dessus la casquette. Les grévistes n'ont trouvé que ce biais pour continuer à faire entendre leurs revendications. Les négociations d'hier ont tourné court, les propositions de la direction régionale ont été jugées ridicules. Et surtout, l'idée de déléguer une partie de l'activité au sol à une société de sous-traitance n'a pas été abandonnée par la direction. Les grévistes affirment qu'ils se battent d'abord pour Air France et pour les voyageurs. On est en train de travailler pour une bonne qualité de service et une grandissime sécurité au niveau du professionnalisme des métiers, du transport aérien à la compagnie. On n'a rien à cacher à l'usager. Alors c'est sûr que l'usager, il est tracassé. Pourquoi? Parce qu'il arrive en retard à l'enregistrement, il a son avion en retard à l'heure actuelle. Mais je crois que ça vaut quand même la peine. La direction ne comprend pas les soucis des grévistes. Elle affirme que le plan de restructuration garantit les emplois et va même entraîner des créations de postes. Le recours à la sous-traitance, une évolution inéluctable. Il est vrai que les emplois non qualifiés qui ne correspondent pas à notre métier de base doivent aller à la sous-traitance et c'est le propos et nous voulons négocier les conditions sociales d'amélioration de notre productivité à Nice en particulier. En fin d'après-midi, un gréviste aurait reçu un coup par un cadre d'Air France. Il a été hospitalisé. Les négociations vont donc avoir du mal à reprendre sereinement demain. En tout cas, 80% du trafic aérien sera assuré. En Seine-Saint-Denis, les matchs de football sur les stades suspendus pendant 3 semaines pour cause de violence ont repris aujourd'hui avec l'encadrement d'une cellule sécurité, un dispositif que nous détaillent Patrick Fandio et Abdel Zouyesh. Pour ces agents de police, c'est un peu le jour J. Pour la première fois, la cellule sécurité sport se met en place. Désormais, tous les appels signalant des incidents sur les stades de Seine-Saint-Denis aboutiront directement ici. Pour eux, c'est aussi une première. Ces policiers inaugurent cet après-midi pour la reprise des matchs dans les départements une sorte de patrouille des stades, avec une mission bien délimitée. Ils vont rester aux abords un petit peu plus lointains des stades. Nous avons d'autres policiers qui sont habituellement des policiers de proximité qui vont faire la tâche aux abords des terrains. Et l'un des terrains placés sous haute surveillance se trouve aux abords de la cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. Une présence policière discrète pour un derby annoncé explosif. 2 clubs rivaux de la même cité qui nourrissent un vieux contentieux. 3 semaines d'interruption n'ont pas changé les habitudes. Les supporters se livrent à leur jeu favori, provoquer l'adversaire, exciter l'arbitre. Pour eux, ce n'est qu'un jeu et la police n'y changera rien. C'est pas des incidents, c'est surtout de la violence verbale, quoi. Bon, la police, c'est bien qu'elle est là quand ça chauffe, mais qu'elle soit là autour du stade constamment, c'est inutile. Au contraire, peut-être que ça va aggraver le cas. Même son de cloche chez les éducateurs qui assistent au match. La police sait bien, mais ce qu'il faut d'urgence, c'est renforcer l'encadrement sportif et éducatif de ces clubs. Le problème qu'on rencontre dans les clubs de quartier, c'est le manque de dirigeants. On n'a pas assez de bénévoles et le bénévolat, c'est fini. Ça n'existe plus le bénévolat de nos jours. Donc il faut trouver un moyen d'attirer, que ce soit les grands frères, de les attirer sur les stades. Et quand on voit toute la violence qu'il y a, plus personne n'a envie. Tous sont persuadés ici qu'on ne réglera rien dans l'urgence et que ce travail de reconquête des stades prendra beaucoup de temps. Journée nationale de la déportation. La France rend hommage aujourd'hui aux dizaines de milliers de victimes des camps de concentration du Troisième Reich. Cérémonie cet après-midi au mémorial du martyr juif inconnu en présence du secrétaire national des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret. 2 autres cérémonies devraient se tenir, l'une à l'île de la Cité, l'autre à l'Arc de Triomphe. Entre 1942 et 1944, 75 000 juifs, dont plus de 10 000 enfants et adolescents, ont été déportés de France, la plupart depuis Drancy.
Aux États-Unis, cérémonie du souvenir à la mémoire des victimes massacrées dans le lycée de Littleton. Le vice-président Al Gore participe à cet hommage, alors qu'hier, les obsèques d'une jeune fille de 17 ans se sont déroulées en présence de quelques 3000 personnes. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert le journal intime d'un des tueurs qui relate la préparation depuis un an de ce projet meurtrier. Dominique Derda. Sur son cercueil, quelques mots d'adieu et sur tous les visages, des larmes qui semblent jamais ne vouloir s'arrêter de couler. Les funérailles de Rachel Scott sont les premières d'une longue série, celle des 15 victimes de la tuerie du lycée de Columbine. Rachel avait 17 ans. Elle rêvait de faire du théâtre ou du cinéma. C'était une fille formidable, dit sa meilleure amie, la voix brisée par l'émotion. Elle était si drôle et si pleine de vie. Elle nous faisait tous rire. De sa voiture qu'elle avait garée ce matin-là devant le lycée avant d'aller en cours, ils ont fait un mémorial. « Tu seras mieux au paradis », peut-on lire sur cette affiche. Ça aurait pu être l'un de nos enfants, dit cette mère de famille. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. En perquisitionnant la maison de l'un des jeunes tueurs, la police a mis la main sur son journal intime. On y découvre qu'il préparait depuis un an l'attaque de leur école pour ce 20 avril, jour anniversaire de la naissance d'Hitler. Tout cela, dit le shérif, est imprégné de références au nazisme. Pendant tout ce temps, ils ont fabriqué leurs bombes, ils se sont procurés des armes. Ce que l'on recherche actuellement, c'est où ils ont trouvé tout cet arsenal. Et l'on parle toujours d'éventuels complices qui les auraient aidés à transporter à l'intérieur des bâtiments la trentaine d'explosifs. Il pourrait y avoir un troisième suspect, un quatrième, un cinquième, ils pourraient même être plus nombreux encore, nous n'excluons aucune piste. La fusillade a relancé le débat sur le contrôle de la vente des armes aux États-Unis. Pour la première fois, un sondage indique qu'un Américain sur 2 est favorable à une loi interdisant la détention d'armes à feu. Mais le tout-puissant lobby des armes n'entend pas baisser la garde pour autant. Malgré l'émotion suscitée par la tuerie, la NRA maintient pour le 30 avril son congrès annuel à Denver, avec comme tête d'affiche l'acteur Charlton Heston. À Londres, après l'attentat raciste qui s'est produit hier en fin de journée, 5 personnes ont été blessées. C'est un groupe d'extrême droite baptisé Combat 18 qui a revendiqué cette explosion à la voiture piégée tout juste une semaine après un premier attentat identique qui s'était déroulé à une heure d'affluence. Ces images ont été filmées hier par un vidéoamateur. Sport en championnat de France de football, le Paris Saint-Germain a battu le Havre 3-0 au Parc des Princes. Très belle performance pour les Parisiens qui, grâce à cette victoire, grimpent à la 9e place du classement du championnat. Le PSG compte maintenant 7 points d'avance sur Lorient, le premier relégable en 2e division. Et puis du tennis avec la finale de Monte-Carlo. Le Brésilien Gustavo Kuerten a remporté la compétition après l'abandon de Marcelo Rios en raison d'une blessure à la cuisse. Kuerten menait alors 6-4-2-1 au moment où son adversaire, après 54 minutes de jeu, a déclaré forfait. C'est la fin de la saison de ski dans les Alpes, un bilan plus que positif, notamment dans les Alpes du Nord, où les derniers vacanciers profitent du soleil et d'un bel enneigement. À Méribel, qui ferme le 2 mai, Caroline Marie et Philippe Évêque. Les Alpes du Nord, un 25 avril, à quelques jours de la fermeture. Ceux-là entament leur dernière descente de la saison, accrochés à leur bâton, incapables d'envisager la fin des vacances. La neige, c'est très bon. Vous êtes content? Ah oui, très content. Bien sûr. « 2,70 m de neige en haut des pistes, de quoi ravir les amateurs de ski printanier. » C'est un autre type de vacances. Mais la dernière semaine, c'est un autre type de vacances. C'est quel type de vacances? C'est plus privé. Une fin de règne heureuse donc, les étrangers sont venus nombreux cet hiver. Les remontées mécaniques enregistrent une hausse de 5% du chiffre d'affaires, mais ce week-end, c'est une clientèle régionale qui profite des conditions exceptionnelles. S'il fait beau, les gens peuvent venir en 1 heure, 2 heures, ils viennent skier. Pour les clients qui viennent de plus loin, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une partie de notre clientèle, la clientèle étrangère, qui est... Oh, des marmottes, regardez. Et de mémoire de marmotte,
on n'avait jamais rien vu de pareil. J'ai vraiment pas froid là, hein. Enfin je sais pas, pour les gens qui me regardent, il fait 10 degrés chaud quoi. Il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés, mais au soleil ça reste encore plus chaud. Ce soir, Méribel va fermer une partie de son domaine skiable. Oubliez le mauvais temps du mois de février, les professionnels se sont réconciliés avec la météo. En Alsace se tient le festival du nouveau cirque avec hier en ouverture le cirque baroque qui nous entraîne dans l'univers de Frankenstein. À Aubernais, reportage Christine Boss, Patrick Schumacher. Univers étrange et inquiétant. Pour un livre fascinant. Le mythe de Frankenstein, revisité sous un chapiteau. Exit les vieilles recettes, le cirque baroque déjoue et se joue des arts du cirque pour décliner l'univers de Mary Shelley. Le principal vecteur, c'est quand même le cirque, c'est-à-dire c'est de la prouesse visible, où la bonne exécution d'un geste est très importante. Elle est importante pour la sécurité, elle est importante pour la lisibilité, pour les émotions qu'elle procure. Et nous, on essaie d'y superposer d'autres émotions qui ont trait au sujet, effectivement, traité, et par une théâtralisation de nos propos. Les prouesses techniques ne sont pas gratuites, elles prennent tout leur sens dans un spectacle total qui emprunte aussi bien à la danse qu'au théâtre. Les clowns, jongleurs et acrobates sont toujours là, mais relookés. Aujourd'hui, le cirque n'est pas moribond, il a même un festival qui programme 15 spectacles différents. On s'est rendu compte qu'il y avait tous ces courants émergents de cirque, de nouvelles formes d'expression de cirque en France. Et on avait très envie de faire partager ce plaisir du nouveau cirque avec le public. Chaque compagnie développe un univers, une expression qui lui est propre. Toutes ont en commun un sens inné de la poésie et de l'émotion. Cinéma avec la sortie mercredi prochain sur les écrans du Plus beau pays du monde, réalisé par Marcel Bluval, un film qui raconte sous l'occupation l'histoire vraie d'un jeune comédien qui incarna le rôle de Mermoz dans un film propagande avant d'être lui-même déporté. Superbe distribution avec Claude Brasseur, que j'ai le plaisir de recevoir dans un instant, mais aussi Thierry Lhermitte, Marianne Denicourt, à travers le tournage de ce film, La France de Vichy. Stéphane Aumont. Février 42, on tourne. Sous l'œil des Allemands, la vie de Mermoz. Un beau film de propagande sur les exploits de l'aviateur. Cette scène a vraiment eu lieu. Le plus beau pays du monde est une histoire vraie, ascension et chute d'un jeune acteur dans la France occupée, évocation d'un certain âge d'or. C'est d'abord un des cinémas les plus riches, un des cinémas français les plus riches, quoi. Les Enfants du Paradis, c'était la grande époque de Grémillon-Prévert, de Carnet-Prévert, parce que beaucoup de cinéastes voulaient faire abstraction, un blackout total sur ce qui se passait. Ce qui se passait hors des studios, tout simplement la guerre et la déportation. L'histoire avec un grand H qui s'invite dans la fiction le jour où Lambert, l'acteur qui jouait Mermoz, fut arrêté par la Gestapo une semaine avant la fin du tournage. Vous déclarez quoi? Que les Allemands ont coincé votre copain? Mais vous rigolez, non? Non, mais c'est une question de vie ou de mort. On est en plein tournage. On n'est pas en plein tournage, là. On est en pleine merde et votre ami acteur m'a l'air de s'y être enfoncé un peu plus que nous. Le plus beau pays du monde, c'est la France. Il n'est pas ironique et il est ironique en même temps parce que c'est la France de 1942-43. Et il y a plein de gens pour qui c'était le plus beau pays du monde, qui ne s'occupaient pas de politique du tout. Et tout le monde ferme les yeux, tout le monde fait comme si de rien n'était, et on continue à faire du cinéma et à faire du divertissement. Pour continuer le divertissement coûte que coûte, et surtout finir son film,
la production engagera un autre Mermoz qui jouera les dernières scènes de dos. La trajectoire de ce Mermoz de propagande en dit long sur la cruauté du cinéma et du destin. Claude Brasseur, bonsoir. Vous jouez donc le directeur de production de ce film qui rend hommage à Mermoz, un acteur qui sera déporté, une histoire vraie, nous y reviendrons. Mais je crois savoir que l'histoire de ce film, vous la connaissiez depuis longtemps, votre famille vous l'avait racontée. Oui, c'est vrai. Ma mère, Madame Odette Joyeux, qui était une grosse vedette à cette époque-là, vedette des films d'Autant Lara, a épousé en seconde noces un des plus grands chefs opérateurs français, Philippe Agostini, qui fut le chef opérateur des Grémillon, de Carnet, à cette époque-là, était assistant opérateur du film de Mermoz. Et un soir, en dînant à la maison, je lui dis, tiens, je vais tourner Mermoz. Et alors il m'a dit, mais attends, mais est-ce que c'est pas ce film où l'acteur principal a disparu pour des choses très bizarres, il s'est fait arrêter, enfin, effectivement, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette histoire. Et en effet, cet acteur a disparu, et au passage, lors de la première du film, donc en 1943, au Gala de la Croix-Rouge, personne ne va remarquer que l'acteur n'est pas dans la salle. Non, parce que il avait été arrêté pour des raisons très particulières, et en fait il avait été arrêté dans une rafle d'homosexuels, parce qu'il faut dire qu'à l'époque il y avait non seulement comme ça une répression contre les juifs, contre les résistants, contre les communistes, enfin etc. Mais enfin le fait à l'époque d'être homosexuel était déjà considéré comme une criminalité. Et pour eux, pour ce film qui avait été commandité par Vichy, alors que ce film de propagande sur un héros français comme Mermoz qui quand même faisait partie des Croix de Feu et qui était d'extrême droite, soit interprété comme ça. Enfin, c'est un Mermoz très revisité par la censure. Bien et puis, sûr. je dois dire que ces jours-ci, peut-être, l'histoire de ce film propagande prend une dimension particulière. Bien sûr, oui. Et le jour de la première à l'Opéra, il y avait des ordres qui émanaient de Vichy, en disant il ne faut absolument pas que l'on sache pourquoi que ce héros, que l'acteur qui interprète ce héros a été arrêté et déporté. Alors est-ce que pour Marcel Buval, mais peut-être comme pour vous-même, il y a un devoir de mémoire à l'égard de cet acteur et peut-être même un devoir de réparation, parce que le monde du spectacle, du théâtre a souvent fermé les yeux, collaboré même franchement. Il y en a qui ont collaboré, oui, et puis c'est l'éternel problème. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens du cinéma qui sont restés dans le pays, qui ont continué de faire leur métier. Alors, sont-ils coupables ou pas, c'est un éternel problème. Et c'est vrai ce que disait tout à l'heure Marcel, quoi. Il y avait comme ça une volonté de ne pas voir ce qui se passait et d'aller au bout. C'est d'ailleurs en ça que le personnage que je joue est un peu ambigu, mais ça m'est égal de jouer des personnages ambigus. À partir du moment où le fond du film lui-même correspond à mes idées, ça m'est égal d'interpréter un personnage qui ne correspond pas à mes idées, ça c'est pas grave. Mais pour lui, il veut pas savoir ce qui se passe. Il a pour mission d'emmener son équipe à la fin de ce tournage. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la déportation, et Lambert a été donc déporté. Il est mort en déportation. Évidemment, le film trouve là un écho particulier, avec des scènes très violentes, comme ces dernières phrases qu'il dira derrière les barbelés de Drancy. Mais ça, c'est une séquence qu'il vaut mieux laisser découvrir aux spectateurs, qui est une séquence, mais qui est absolument authentique, enfin, qui est tout à fait vraie. Qu'est-ce qu'on doit retenir du film, si on devait en retenir quelque chose? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà, le cinéma a souvent abordé ce thème du divertissement ou du théâtre sous l'occupation. Celui-ci est peut-être novateur à sa façon? Il est novateur en ce sens, je vous dis, d'une part on découvre qu'il y avait cette répression comme ça, pas simplement sur tout ce qu'on dit, et puis également cette volonté comme ça de beaucoup de gens, et c'est plus un film, non seulement, c'est pas tellement un film qui dénonce, c'est surtout un film qui pose des questions. Est-ce que ces gens, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont restés pour faire du théâtre, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils avaient raison, et qu'est-ce qu'on ferait, nous? Enfin, c'est surtout ça le problème. Alors peut-être plus anecdotique, mais plus léger, mais intéressant aussi, c'est le regard des comédiens de l'époque sur le cinéma. Oui, et peut-être même votre propre père avait-il ce regard un peu amusé sur le cinéma? Oui, mais je pense que d'abord, il y a une chose très importante, indépendamment de l'époque et de la répression et de l'occupation. J'ai remarqué, en entendant comme ça mon père converser avec les Jouvet, les Blier et autres, ils ne méprisaient pas du tout le cinéma, mais en fait, ils ne prenaient pas ça très au sérieux. Leur métier, c'était
le théâtre avant tout. Alors, comme il disait à l'époque, ils faisaient du cinéma pour payer les impôts. Sans vouloir exagérer, ils avaient un peu le même rapport que nous, on a aujourd'hui avec la pub. En un effet. petit peu. Donc c'est assez lointain de ce que deviendra... Mais je les ai jamais entendus parler très sérieusement de films. Je me souviens de copains à moi comme Weber et autres qui disaient « Ah, écoute, on va bouffer avec ton père, il va nous parler des Enfants du Paradis. » Mon père parlait des Enfants du Paradis, ouais, bon, on rigolait, c'était bien, c'était sympa. Enfin. Mais dès qu'il commence à parler de théâtre, là, c'était un autre ton. Merci Claude Brasseur d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Jacques Chirac, qui avait initié une rencontre avec les pays voisins de la Yougoslavie et les membres de l'OTAN, a tenu une conférence de presse. Dans un message informel aux Français, il revient sur la situation au Kosovo, réaffirmant l'unité de l'OTAN contre Slobodan Milosevic, fermeté de ton du président de la République qui met en garde la Serbie contre un coup de force au Monténégro. Et puis donc la fin du sommet de l'OTAN à Washington, la réunion des 7 pays voisins de la Yougoslavie avec, je le disais, les membres de l'Alliance pour un pacte de stabilité dans les Balkans. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, 20h50, les Sœurs Soleil avec Clémentine Sélarié et Marianne Chazelle. 0h30, le dernier journal, Laurence Soladza. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Hervé de Charette. À 20h, vous retrouverez Claude Sérian. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.